l'avez demandé, vous l'avez attendu, moi aussi je l'ai attendu. Eh bien ça y est, me voici enfin de retour dans ce pays que j'aime tellement, l'Espagne. Pour cette nouvelle expédition, j'ai choisi de me rendre dans une région que je n'avais encore jusque-là jamais explorée, une région extrêmement riche en termes de patrimoine et d'histoire, la Catalogne. Entre vous et moi, vous savez très bien pourquoi je suis ici. Les villages abandonnés. Mais pour celles et ceux qui me découvrent peut-être dans cette vidéo, eh bien déjà ce que vous pouvez faire c'est vous abonner et cliquer sur la cloche juste en dessous de la vidéo. Ça me soutient énormément et comme ça vous ne ratez absolument aucun autre épisode. Et puis surtout n'oubliez pas, un j'aime et un commentaire, ça reste le meilleur des cadeaux pour moi. Et donc pour vous qui ne me connaissez peut-être pas, eh bien je n'ai plus qu'à laisser l'introduction vous expliquer le but de ces vidéos. En attendant, je vous souhaite à tous la bienvenue, chers explorateurs et chères exploratrices, dans cette nouvelle série de vidéos de Mondes oubliés en Catalogne. C'est parti! L'Espagne est un lieu fascinant, pays aux 1000 paysages, une terre où se mêlent depuis la nuit des temps mer et montagne, culture et nature. Mais l'Espagne est également une terre d'histoire et qui a connu de nombreux bouleversements, particulièrement au XXe siècle. Exode rural, guerre civile, dictature, modernisation. Tout cela a transformé l'Espagne en un véritable cimetière, lieu de repos pour plus de 3000 villages abandonnés. Après un long travail de recherche et de cartographie, je pars avec mon matériel, été comme hiver, à la découverte de ces lieux, abandonnés de tous, témoins d'une autre époque et d'un mode de vie aujourd'hui presque disparu. Je vous emmène avec moi découvrir ces mondes oubliés. Pour débuter ce voyage en Catalogne, je me trouve actuellement dans le village d'Orcau. Alors, il n'est pas du tout abandonné, mais si je me trouve ici, ce n'est pas par hasard. À première vue, ce village dans lequel je me trouve, il a l'air complètement paisible, et c'est le cas, on n'entend quasiment rien, c'est vraiment très très calme, mais remontez 100 ans en arrière. Imaginez des rues ici remplies de mitraillettes, de matériel de guerre, de barricades. Le village dans lequel je me trouve, il était réputé pour être une forteresse imprenable des nationalistes en pleine époque de guerre civile. Et si j'en parle, eh bien ce n'est pas pour rien. Vous vous en doutez un peu, si ce village Orcau a connu aussi durement la guerre civile, eh bien les villages qui sont dans les alentours l'ont connu également. Eh bien c'est dans un de ces villages qu'on va se rendre aujourd'hui, un village abandonné du nom de Montesquieu. Et ce village a non seulement une histoire tragique, mais également une histoire particulièrement sanglante. Ça y est, enfin, je me trouve sur le sentier pour atteindre le premier village abandonné de ce périple qui est Montesquieu. Derrière moi se trouve l'ancienne forteresse d'Orcau qui est abandonnée mais qui elle date d'une époque antique. Et juste en bas se trouve le village d'Orcau qui était donc mon point de départ. Et puis donc moi je vais continuer sur ce sentier pendant plusieurs kilomètres. L'environnement est vraiment magnifique, ça m'avait manqué. Cette ambiance, malgré la température qui est très froide, hein, je vais pas vous le cacher. Mais bon, là le soleil réchauffe bien, ça fait plaisir. Ah ça y est, regardez. On aperçoit le village tout en bas, hein, je pense que c'est lui. La vue est exceptionnelle avec cette espèce de mer de nuages qu'en bas qui est en fait du brouillard. C'est magnifique, splendide. Le chemin pour atteindre le village est vraiment juste à couper le souffle. On est entouré d'un côté par les forêts. Ici on a le village avec la mer de nuages et les Pyrénées derrière. Et puis encore de l'autre côté on a des formations rocheuses qui nous font penser à des films fantastiques. C'est magnifique, j'ai rarement vu des panoramas comme ça ici en Espagne. Ça y est, je fais mes premiers pas dans le village. Et bon, déjà le sentier d'accès, on ne le voit plus, je sais même pas par où il faut passer. Tout est complètement en ruine. J'espère que le haut du village sera mieux conservé, mais on se rend compte ici que
La végétation a complètement détruit tout ce qui pouvait rester. On a ce qui ressemble ici peut-être à un ancien moulin. Je sais qu'il y avait 2 moulins dans le village, mais impossible de le dire étant donné l'état de la structure. Regardez, c'est un désastre. Pour l'instant, on a ici la seule façade encore debout que j'ai pu trouver, le numéro 11. Et ici, on a une petite tour qui était là pour l'électricité. Donc effectivement, dans ce village, ils ont eu l'électricité. Alors pourquoi a-t-il été abandonné? Eh bien, je vais vous le dire un peu plus tard. C'est très sympa ici. On a un petit portillon en fer avec un fer à cheval dessus. Je sais pas ce que c'était. Est-ce que c'était pour accéder à un jardin, à un cimetière peut-être? Ça me fait penser à un cimetière. Alors non, du coup, ce n'est pas un cimetière. Je sais pas trop ce que c'est. Il y a une maison. On va aller voir à l'intérieur. Oh, c'est très très sympa ça. On est sur un des moulins en fait. J'ai dit qu'il y avait 2 moulins. Eh bien, on est sur un moulin qui est en état. Alors, on voit que il y a des gens qui viennent de temps en temps probablement, et c'est pour ça qu'il est encore debout. Et c'est génial, regardez. On a ici l'endroit où ils concassaient du coup bien les olives. Et ici, on a l'ancien pressoir pour faire de l'huile et qui venait remplir ici les urnes, je suppose. Il me semble que c'est la première fois que je vois un système complet comme ça. Il me semble que j'avais déjà vu des pressoirs peut-être seuls, mais en tout cas j'avais pas vu le système complet avec bien voilà la meule, le pressoir, et on voit parfaitement le circuit qui reliait toutes les jarres. C'est génial. Je sais même pas si je vais pouvoir arriver tout en haut du village. Tout est complètement écroulé. Je ne sais même pas où était l'accès pour arriver tout en haut, notamment à l'église. Oh là là, tout est vraiment en ruine. Regardez ça, il y avait une immense façade, peut-être une maison de 3 étages, mais on voit vraiment plus rien. Ici, on a une autre maison, mais c'est complètement effondré à l'intérieur. On peut juste voir un petit peu ici le reste de la cheminée. Malheureusement, c'est vraiment une ruine totale. On dirait vraiment qu'on arrive dans une espèce de temple au milieu de la jungle. Les rues sont très étroites. Il y a une végétation vraiment très abondante. Et il y a plein de rues. Regardez, les lianes sont en train de grimper sur les murs. Alors c'est beau, mais c'est triste d'un côté. Regardez, il y a encore de nouvelles rues qui s'ouvrent à moi. Je vais essayer de toutes les faire, mais pour l'instant je suis complètement perdu. Je pense qu'on se trouve dans une des rues principales. Là, on a une immense maison ici, qui a l'air encore d'être à moitié debout. Et ici, une autre qui, elle, est bien plus abîmée, complètement détruite même. Et on remarque ici un petit meuble. Par contre, cette maison est intéressante, mis à part les chaussures qu'il y a ici. On se rend compte, regardez. Donc ici, on a un immense carré là, et en fait, ceci était une cuve remplie d'eau pour permettre et bien tout simplement d'avoir de l'eau potable accessible facilement depuis la maison, puisqu'il n'avait pas d'eau courante. Et j'ai cru apercevoir par ici, c'est bien ça, on a une croix. Donc ici on devait avoir le cimetière, et ce bâtiment qui est le dernier du village, et bien doit être, et voilà, l'église. On aperçoit la tour campanile ici. On va aller l'explorer. Avant d'aller explorer cette église, laissez-moi vous raconter quelques informations sur ce village. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à sa plus belle époque, il y avait quand même jusqu'à une trentaine d'habitations dans ce village, même si aussi avec le dernier, il y en avait plus aux alentours d'une quinzaine. Il y avait même une école qui pouvait accueillir jusqu'à une dizaine d'enfants.
Il faut s'imaginer tout autour de nous d'immenses champs cultivés avec du blé, de l'orge, on avait également des troupeaux, il y a beaucoup d'oliviers également qui sont encore présents aujourd'hui. Et puis les habitants pouvaient également se nourrir avec des poissons issus du fleuve qui aujourd'hui malheureusement a complètement disparu. Pourquoi le fleuve a disparu? Eh bien parce qu'en 1913 commence juste à côté la construction d'un immense barrage qu'on aperçoit d'ailleurs encore aujourd'hui, et forcément ça va apporter beaucoup de problèmes à ce village, mais pour une fois la compagnie responsable de la construction eh bien, va essayer de dédommager le village en leur fournissant l'électricité gratuitement, ce qui va permettre un petit peu au village au final de surmonter cette épreuve. Mais malheureusement après cela vont arriver d'autres épreuves bien plus dures pour ce village, mais avant de les raconter, essayons d'entrer d'abord dans cette église. Bien, nous allons maintenant donc entrer dans l'église. Donc déjà, on n'a pas de tags immondes qui viennent gâcher un petit peu le maître-autel et puis l'église, même si on voit qu'il y a eu des dégradations, hein, quand même de nombreuses dégradations. Bon, l'église en soi n'est pas exceptionnelle, c'est pas la plus belle que j'ai vue. Clairement une église d'origine romane, elle est très très simple, probablement assez ancienne. Ce qui est intéressant ici, c'est le chœur en bois qui est magnifique avec encore une fois cette voûte en pierre. Et on avait ici la sacristie. Alors la porte est toujours debout, mais malheureusement la sacristie, elle, bien, il n'en reste plus rien. Ce qui est vraiment triste ici, ce sont les peintures qui ont complètement disparu. On voit juste voilà, quelques traces, mais c'est vraiment triste. Donc voilà, ça fait quand même plaisir de voir une petite église qui n'est pas trop écroulée et sans trop de dégradation. Alors ça, je l'avais pas vu par contre. Et ah ben, j'ai parlé trop vite. Ouais. Regardez, on voit qu'il y a des ossements et qui ne sont pas animaux. Regardez le nombre d'ossements au fond, c'est assez hallucinant tout ce qu'il peut y avoir. Vous le savez sûrement, comme je l'ai déjà dit dans certains épisodes, les ecclésiastiques et même certaines personnes du village sont enterrées sous les églises, et il y a certaines personnes qui vont tout simplement retourner le sol pour essayer d'accéder au sous-sol et piller les ossements et tout ce qui pourrait être enterré avec. C'est vraiment toujours incompréhensible et un véritable désastre de voir qu'il y a des gens qui sont capables de venir jusqu'ici avec dans un lieu quand même complètement perdu pour juste retourner le sol d'une église et essayer simplement de piller les morts, quoi. Pathétique, c'est le mot que j'utiliserai, pathétique. Bon, je suis sorti du village qui se trouve juste en haut de cette colline, mais la visite n'est pas complètement terminée puisque un peu plus loin se trouve cette chapelle qui faisait également partie du village et que je vais aller voir. Je ne sais absolument pas si elle est encore en état. Et nous voici donc arrivés à la chapelle, qui ressemble vraiment à tout ce qu'on peut voir dans la région, qui est, je pense, d'origine romane, assez ancienne du coup. On va voir si l'intérieur est accessible. On a malheureusement l'endroit où il y avait la cloche qui s'est effondrée. Malheureusement, je vois une chaîne. Je ne sais pas si elle peut s'enlever. Oui, ça a l'air de s'ouvrir. Oh là là! C'est pas si mal en vrai. Bon, les murs sont complètement blancs, il n'y a pas de détails particuliers, mais par contre, le maître-autel avec les peintures sont assez bien conservées. Peinture baroque du XVIIIe siècle. Si je dis pas de bêtises, ben regardez, on a une date ici, 1769, avec le IHS qui veut bien évidemment dire, qui symbolise Jésus. Et on a ici Sainte Pérée, il me semble, qui tient des clés, et ici Sainte Pao qui tient une épée. J'irai me renseigner, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais il me semble que c'est ça. Splendide. Bon, maintenant vous connaissez un petit peu mieux le village de Montesquiou. Vous savez que les habitants vivaient assez tranquillement jusqu'à ce qu'en 1913 survienne la construction
du barrage de Sant'Antoni. Mais comme je l'ai dit, dans le village, ils avaient une école, ils ont obtenu l'électricité gratuitement et donc au final, le village continue à vivre assez correctement jusqu'à ce qu'une vingtaine d'années plus tard survienne un épisode particulièrement sombre de l'histoire de l'Espagne, la guerre civile. Pour faire un résumé très condensé, l'Espagne se retrouve divisée en deux après une très longue période d'instabilité politique. D'un côté, on a les nationalistes qui sont menés entre autres par Franco, qui sont certes un peu moins nombreux mais surentraînés et très bien équipés. Et de l'autre, nous avons les républicains qui sont bien plus nombreux mais qui manquent cruellement d'armement. Et si je parle de cette guerre ici, c'est parce que ce village, Montesquieu, se trouve à cette époque en pleine zone de guerre. Le village subit quelques bombardements, puis les habitants décident de quitter le lieu et ils font bien puisque à peine quelques semaines plus tard, les nationalistes attaquent, progressent et capturent ce village et notamment une montagne qui se trouve juste à côté de moi, qui se nomme la montagne de Santa Cornelia. Et si cette montagne est célèbre aujourd'hui, c'est parce qu'elle a été le théâtre d'une des opérations les plus sanglantes de cette région d'Espagne. En mars 1938, alors que la guerre a commencé depuis 2 ans, Franco lance une offensive sur l'Aragon. Menés par les généraux Dávila et Vigón, des divisions nationalistes percent le front et vont tout balayer sur leur passage, avançant jusqu'à la ville de Tremp. Face à cette déroute, les républicains tentent le tout pour le tout et appellent aux armes la Quinta del Vivero. 30 000 jeunes âgés de 14 à 18 ans et dont la plupart connaîtront un sort tragique. Pendant ce temps, les nationalistes fortifient leur défense, comme c'est le cas sur la montagne de Santa Cornelia, un point stratégique situé à quelques centaines de mètres du petit village de Montesquieu. Le général républicain Vicente Rojo lance alors une contre-offensive en mai 1938. Dans cette région, l'objectif principal est de prendre la montagne de Santa Cornelia, qui défend Tremp et les alentours. Après une première victoire à l'est, les unités républicaines parviennent jusqu'à la montagne, l'encerclent et commencent à monter vers le sommet. L'attaque va alors virer au véritable massacre. Les jeunes républicains se font balayer par les mitrailleuses et les 800 survivants sont obligés de battre en retraite dans le village de Montesquieu. Les nationalistes, avec de nouveaux renforts, encerclent le village, ne laissant aucune chance aux jeunes combattants, et les quelques survivants sont faits prisonniers. Malgré cette tragédie, les républicains vont continuer d'assaillir la montagne, 16 fois au total, comme dans la nuit du 24 mai, où 700 soldats partent à l'assaut du sommet et dont seulement 40 reviendront. Au final, la République ne parviendra pas à reprendre ses territoires, à cause notamment d'un manque cruel de matériel, et jettera toutes ses forces quelques mois plus tard dans son ultime attaque, la bataille de l'Èbre, qui se soldera également par un échec et sonnera la victoire des nationalistes et de Franco. À la fin du conflit, lorsque les habitants de Montesquieu reviennent dans leur village, ils font face non seulement à certaines de leurs habitations détruites, mais également à des dizaines de squelettes humains, certains encore accrochés aux fils de défense nationalistes. Après la construction du barrage, c'est un deuxième coup dur pour le village, qui se videra d'une partie de sa population. L'essor de l'industrie et l'exode rural qui suivent seront le coup de grâce pour les habitants, qui partiront les uns après les autres, jusqu'en 1966, date à laquelle le village se retrouve officiellement abandonné. Bon, malheureusement, cet épisode est déjà terminé, mais attendez avant de partir. Déjà, je voulais vous remercier d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo, et surtout si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à cliquer ici pour vous abonner, et juste en dessous de la chaîne, vous cliquez sur la petite cloche, comme ça vous serez averti dès qu'un autre épisode sort. Ensuite, si vous avez apprécié la vidéo, surtout, n'oubliez pas de mettre un j'aime et un commentaire, j'essaie de répondre à tout le monde, et c'est vraiment la meilleure des façons de me soutenir. Et puis n'oubliez pas également le partage, que ce soit sur vos réseaux ou même de bouche à oreille. En parlant de réseaux, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram, juste ici, vous pouvez voir toutes mes photos et également suivre mon actualité. Et puis s'il vous reste un peu le temps, n'hésitez pas à aller voir juste ici, l'une de mes dernières vidéos. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.